Il est midi, bonjour, ravi de vous retrouver en ce 1er novembre et merci de nous rejoindre pour ce journal essentiellement consacré à cette date historique, le 1er novembre 54, point de départ de notre révolution. Un journal que nous entamons avec les commémorations du 71e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 54. Le président de la République s'est rendu au Palais du Peuple pour rendre hommage aux Moudjahidines et s'est recueilli auparavant au sanctuaire du martyr à Alger à la mémoire des martyrs. L'occasion de vous parler d'un ancien centre de détention de torture à Mila, symbole de la résistance de celles et ceux qui ont payé le prix de la liberté. L'exemple aussi de la Moudjahida Khadija Belgenbour qui a rejoint le maquis à l'âge de 14 ans. Son portrait dans quelques instants. Et puis nous vous parlerons aussi des autres peuples en quête de liberté qui se sont inspirés de la révolution algérienne. L'Algérie qui a de tout temps offert et soutenu ceux qui luttent pour la liberté, une solidarité devenue une marque de son identité. À l'occasion de ce 1er novembre, le Festival du film arabe d'Oran rend hommage à Zeroud Youssef, un long métrage historique qui célèbre la mémoire d'un héros de la Révolution et qui ravive la fierté nationale. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé au Palais du Peuple à Alger pour présider la cérémonie de commémoration de ce 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le général d'armée, Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Après avoir écouté l'hymne national, le président de la République a passé en revue des détachements de différentes forces militaires de l'ANP qui lui auront rendu les honneurs à leur tour. Le président de la République, chef suprême des forces armées, a présidé la cérémonie de remise de médailles.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est plutôt dans la matinée recueilli au sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale, à l'occasion de la célébration de ce 71e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Le président de la République a déposé, vous le verrez, une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des Chouhada. La cérémonie de recueillement s'est en tout cas déroulée en présence de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement. Et puis le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adressé hier au peuple algérien à l'occasion de la commémoration du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération le 1er novembre 1954, dont voici le contenu. Citoyennes, citoyens, le 1er novembre, nous commémorons ensemble l'anniversaire du déclenchement par le peuple algérien de la glorieuse et éternelle révolution de libération, une date historique charnière faisant suite à de longues décennies de résistance populaire et de lutte nationale, marquée par la souffrance et le sang, au cours desquelles le peuple endura les affres d'une colonisation de peuplement, s'opposant à ses convoitises et son odieuse tyrannie, refusant par tous les moyens de résistance dont il disposait la spoliation de sa terre, la profanation de son histoire et la dénaturisation de son identité. À travers ces étapes successives, la résistance a démontré l'attachement du peuple algérien à sa terre, à son histoire et à son identité algérienne, profondément enracinée tout au long de la sinistre période coloniale. Ce fut une accumulation héroïque qui mena à la lutte armée et à une guerre de libération totale au prix de millions de martyrs, de veuves, d'orphelins et d'invalides. Une guerre qui a confirmé l'esprit de résistance inhérent au caractère algérien et ancré dans la conscience de la nation, le sentiment d'attachement à la souveraineté nationale. Et en ce 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération, nous célébrons avec fierté les gloires des générations ayant livré sans trêve des batailles aux quatre coins de l'Algérie, afin que la fidélité à leur sacrifice demeure une source de détermination à toute épreuve, alimentant une conscience collective associée à notre glorieuse histoire. Telle est la boussole qui guide l'Algérie dans cette phase sensible vers la consolidation des fondements de l'État national et l'exaltation du patriotisme fédérateur, des volontés des nationalistes dévoués et des forces vives, particulièrement les jeunes, pour mettre le pays à l'abri des turbulences que connaît notre espace régional, des conflits intenses en cours dans le monde et des fractures dans les relations internationales, et ce, en misant sur nos propres capacités avec une performance économique génératrice de richesse et en nous appuyant sur la conscience et le patriotisme des enfants de l'Algérie, déterminés à bâtir fièrement le présent et l'avenir sur les pas de nos valeureux martyrs, à la mémoire desquels nous nous recueillons, mus par la volonté des sincères qui œuvrent à l'élévation et la patrie et au service du peuple. Vive l'Algérie, gloire et éternité à nos valeureux martyrs. C'était là le message du président de la République au peuple algérien en ce 1er novembre. L'occasion de revenir ce midi sur un pan encore douloureux de notre histoire nationale. À Milins, un ancien centre de détention et de torture rappelle la brutalité de la colonisation française, mais aussi la résistance et la dignité de ceux qui ont payé le prix de la liberté. Un reportage de notre journaliste Majd Djahmoun sur les traces des survivants et sur la mémoire toujours vive des lieux où s'est forgée dans la douleur l'âme de l'Algérie libre et indépendante. Regardez. Voici les murs de la prison rouge. Il s'agit là d'un centre de torture qui se trouve à Ferjiwa. Il tient son nom de la couleur rougeâtre de ces murs, mais aussi au sang des prisonniers algériens torturés par l'armée française sous le joug colonial. Construit en 1955, cet enfer comptait en tout 19 cellules. Des cellules étroites et obscures qui semblent encore renvoyer de loin les échos des cris. En franchissant ces portes, les âmes de nos martyrs se font sentir. Les cris de leur douleur, de leur souffrance encourue durant les nuits glaciales de la région, bien qu'entassés les uns sur les autres. Ce lieu garde l'empreinte des tortures infligées à des innocents qui n'ont jamais cédé face aux bourreaux français. Il y avait d'autres centres de torture à Ouached, Tassadan Haddad, Bouslah, Beni Guisha et Tibergant. Mais le pire, c'était celui-ci.
Les témoins racontent que les Algériens ont vécu les pires atrocités ici. Et rares sont les personnes qui sont ressorties vivantes après avoir mis leurs pieds dans cette prison. L'armée française renfermait dans ces petites cellules de 15 à 16 personnes et les laissait se partager une seule galette. Les blessures restaient sans soin. Les détenus étaient asphyxiés en plongeant leur tête dans l'eau ou encore électrocuter les parties sensibles des victimes. Ce centre de torture a été construit après les manifestations du 8 mai 1945 et l'armée française a poursuivi la torture des Algériens jusqu'en 1962. Il y avait 3 catégories de prisonniers, ceux transférés à Annaba, ceux transférés à Msila et ceux laissés ici. On les appelait les victimes de la main rouge. Leur sort était cruel. Le colonisateur les transportait la nuit pour les jeter à Kaf Zouabaq. Nous nous sommes rendus à Kef Zouabaq, qui se trouve à environ 8 km de la prison rouge. C'était par ici que les victimes torturées et encore en vie étaient jetées en masse comme des pierres pour finir écrasées dans la rivière au bas du ravin. Au début, les victimes étaient jetées en vie. Mais une fois, l'une d'elles s'est accrochée à une branche et a pu miraculeusement s'enfuir. En apprenant cette évasion, l'armée française a décidé de ligoter les victimes d'abord, les tuer et laisser leurs dépouilles dans la nature. J'ai demandé à un goumi combien de victimes, à peu près, ont été jetées à Kef Zouabaq. Il m'a dit pas moins de 900 personnes et il m'en a nommé une dizaine. طويل احمد بن الشيخ المطيش هذا كاين واحد يقولوا له بن سيمبارك سي علي بن سيمبارك كاين واحد يقولوا له بن صليج وكاين واحد يقولوا له ابو حمي هو سمى لي بزاف هادو من الناس اللي رماوهم. Témoins muets des atrocités commises par le colonialisme français, ces murs, si ça leur a été donné, ils auraient fait remonter en surface l'ampleur des sacrifices consentis pour l'indépendance. Préserver ce lieu, c'est préserver l'histoire d'un peuple debout, c'est honorer la mémoire de ceux qui ont souffert pour que l'Algérie devienne libre. Et puis, difficile d'évoquer cette mémoire sans penser à nos moudjahidètes et moudjahidines. Hommage à Khadija Belganbour, une battante. Elle n'avait que 14 ans lorsqu'elle a rejoint le maquis. À cet âge, elle portait déjà les espoirs de tout un peuple en lutte et le courage de toute une génération en risquant sa vie pour sa patrie. Elle était en tout cas un symbole de ces femmes qui ont pris part à la Révolution et écrit à leur manière une page essentielle de notre histoire. Le portrait signé Yanis Ebras. Vers 1000 morts, elle rejoint le maquis à peine sortie de l'enfance. Son nom, Khadija Belganbour. Dès ses 11 ans, la barbarie du colonialisme lui a arraché son enfance. Elle bascule de l'innocence à la résistance. Retraçant un parcours exceptionnel, elle nous raconte. L'endroit où j'habite, c'est une montagne très haute. On appelle ça Zen. Et le paysage, il était magnifique. Parce qu'on allait souvent là jouer, les enfants. Et je voyais un monstre en bas qui crachait le feu. Parce que je ne savais pas que c'était un avion. Vers 3 heures de l'après-midi à peu près, parce qu'on vit librement. Hein. Je vis dans mon devoir avec ma famille, mes oncles, et je joue avec les enfants. Nos voisins, ils avaient 2 enfants, ils gardaient leurs moutons et leurs vaches. Je voyais le monstre en question qui vient d'une basse altitude. Il a tiré sur le jeune homme. Jusqu'à aujourd'hui, la France refuse de reconnaître les nombreux crimes qu'elle a commis. Mais notre héroïne en témoigne. C'est une mémoire vivante, vibrante. Elle n'oublie pas et ne pardonne pas. Ça me rend malade. Je suis malade. Je n'accepterai jamais jusqu'à ma mort les crimes qu'ils ont commis sur les enfants. Je ne sais pas si vous avez vu en Palestine des enfants abandonnés. C'est comme ça que j'ai vécu. Je n'ai plus de domicile. Ils ont tué le cousin de mon père, je le voyais, c'était commissaire politique, Mohamed Rabbi Rahman. Il était à cheval, parce qu'on n'a pas les moyens de transport.
Il a été tué par l'avion. Après, ils ont descendu les pilotes au même endroit là où j'ai joué lorsque j'étais enfant. Ils ont vidé les chargeurs. Quand ils sont venus, la famille l'après-midi, on a trouvé des morceaux de chair, un doigt, une oreille. Sinon, ils n'ont épargné personne, ni les vieilles. J'ai vécu l'enfer, le bonheur que j'ai connu en tant qu'enfant. Je n'avais plus de vie. J'ai appris à me nourrir. Et il y a eu un ratissage de 15 jours. C'est là où ma mère a été blessée, en plein mois de janvier. Et comme les adultes, il y en a qui ont fait. Mon oncle, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc il fallait se déplacer très loin dans la région de Mille avec nos bêtes. On a pris un peu de nourriture. Je mangeais plus bien comme avant. Je mangeais. Et on ne peut pas allumer le feu. Parce que l'avion, elle voit la fumée. Elle envoie les siens. Et puis quand elle envoie des B-26, déjà son bruit, je crois que mon cœur il est sorti par la bouche. Elle décolle n'est pas à altitude. Elle jetait les bombes n'importe où. Et puis ils ont utilisé le napalm. La montagne en face, c'est Gouroulha Tafartast. C'était un dispensaire des Moudjahidines. Je voyais le journaux sortir brûlé et je sentais l'odeur, une odeur que je n'arrive pas à oublier. En fin de l'opération, j'ai participé avec les gens de là-bas. On ne pouvait pas les enterrer. On les poussait avec un morceau de bois, on les enterrait dans les trous des bombes. Parce que brûlé, complètement brûlé, c'est... Notre liberté a été arrachée au prix de ces nombreux sacrifices. Elle n'exige rien de nous, sinon de nous en souvenir et de jouir de notre dignité et de notre liberté. Je vais leur dire, il faut qu'ils soient comme nous. Il faut qu'ils soient comme nous. J'espère éduquer aussi. Il ne faut pas qu'ils oublient les Shuhada, il ne faut pas qu'ils nous oublient les Moudjahidines. Parce que pour nous, on ne fait pas de différence. Nos enfants, ils sont tous nos enfants. Ne pas oublier, on a souffert. Et surtout, moi, je suis très sensible parce que je suis la plus jeune. Je leur souhaite le bonheur et la réussite, d'être nationaliste. Et ça ne veut pas dire que j'étais jeune, je n'ai pas souffert, j'ai souffert. Je l'espère qu'ils vont protéger ce pays merveilleux. قداش نفكر في الجزائر ديما حية يا دم الشبان مقطر متبزع في كل ثنية ضربونا راهو منصور بلا طيارة بلا بابور وبركة ربي والرسول واحنا اللي نجيبوا الحرية. Un sujet de Danis Cheikh. Il est aussi important de se souvenir d'où tout a commencé. Lorsque les troupes d'occupation françaises débarquent à Sidi Fredj en 1830, elles prétendent occuper un vide alors que l'Algérie existait bel et bien avec ses institutions, son organisation, ses frontières et sa place dans le monde. Une histoire ancienne, mais qui nous rappelle que l'État algérien n'est absolument pas né de la colonisation, il lui a survécu. Une page racontée aujourd'hui par l'historien Fouad Soufi, interviewé par Araf Hamouche. Sous la régence d'Alger, du XVIe siècle au XIXe siècle, le pays vit sous un système organisé. Des impôts, une justice, une administration et surtout une diplomatie active. Alger échange avec Londres, Lisbonne, Constantinople et même avec la jeune République américaine. En 1795, les États-Unis signent avec Alger un traité de paix et d'amitié, un document liant deux États égal à égal, reconnaissant ainsi la souveraineté de la régence d'Alger. Si l'Algérie n'existait pas, elle n'aurait pas passé des traités avec la France. Si l'Algérie n'existait pas, la flotte algérienne vers le début du XVIIe siècle ne serait pas allée à Toulon pour protéger Toulon contre les attaques des Espagnols ou des Anglais. Donc il n'y aurait pas eu d'ambassade algérienne vers la France pour négocier. Donc c'est pas vrai. Une Algérie souveraine, respectée dans le bassin méditerranéen, bien avant que ne commence l'entreprise d'occupation. En 1830, les troupes d'occupation françaises entrent à Alger. Mais la colonisation, au sens plein du terme, ne commence pas à ce jour-là. Car pendant 17 ans, un homme va tenter de bâtir un État national. Un État fondé sur la foi, la justice et la diplomatie. Un État qui aurait pu devenir la première nation moderne du Maghreb.
C'est pour ça que je dis la colonisation n'a pas commencé en 1830. Si je dis que la colonisation a commencé en 1830, ça veut dire qu'il n'y a pas eu la tentative pendant 17 ans de l'émir Abdelkader de construire un État. Et un État qui plus est national. Et c'est la résistance de l'émir Abdelkader, c'est pas comme on l'appelle, moi je l'appelle plutôt la construction de l'État. La France s'est attachée à détruire dans l'œuf, jusqu'à sa mémoire. Une mémoire vivante, celle d'un peuple qui refuse d'être une création de la colonisation, parce qu'il se sait porteur d'une continuité bien plus ancienne. Un siècle plus tard, la même logique de domination perdure. En janvier 1958, le pouvoir colonial adopte définitivement la loi cadre de fer. 2 ans après avoir été votée, une loi qui visait à morceler le territoire algérien en 6 régions autonomes, des entités sans lien entre elles, un démembrement administratif pour effacer l'idée même de la nation. Cette loi cadre devait diviser l'Algérie indépendamment des territoires du Sud, qui eux, on va leur créer autre chose, en 6 territoires autonomes. En 6 territoires autonomes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation entre Tlemcen et Oran, entre Oran et Chlef, entre Chlef et Alger, entre Alger et Constantine et Annaba. Plus de relation. Cette politique de division va échouer. Une manœuvre politique vouée à l'échec, car déjà, la révolution du 1er novembre parlait d'une seule voix, celle d'un peuple uni, debout et conscient de son histoire. Aujourd'hui, 1er novembre, l'Algérie se souvient. Elle se souvient qu'elle ne doit pas son existence à la colonisation, mais à des siècles d'histoire, de résistance et de dignité. L'Algérie a existé bien avant 1830. Elle a résisté pendant 132 ans et elle continue chaque jour à écrire sa propre histoire. Justement, cette histoire, elle a rayonné bien au-delà de nos frontières parce qu'à travers sa révolution, l'Algérie a inspiré d'autres peuples en quête de liberté. Dès son indépendance, elle a offert son soutien et fait entendre sa voix aux côtés de ceux qui luttaient encore. Une solidarité devenue une marque de son identité et qui continue aujourd'hui encore à guider sa diplomatie. Le récit avec Walid Yousfi. Depuis ses premières heures de lutte, l'Algérie a choisi son camp, celui des peuples qui se battent pour leur indépendance. En plein cœur de la guerre de libération, l'Algérie porte déjà haut l'éclat de sa révolution. Après 1962, le jeune État indépendant s'impose comme un bastion soutenant les peuples opprimés. De l'Angola au Mozambique, en passant par le Zimbabwe, le Niger ou la Namibie, Alger devient la capitale de la liberté. La révolution algérienne est devenue le moment charnière, le moment à la fois important et symbolique qui a propulsé en quelque sorte l'idée de lutte pour la libération nationale des peuples afro-asiatiques et très certainement accéléré le processus d'indépendance qui allait se développer partout en Afrique à partir justement de cette révolution algérienne et qui allait aussi toucher le monde arabe avec la lutte contre le sionisme, en donnant à cette lutte contre le sionisme un arrière stratégique qu'allait représenter l'Algérie. Très vite, cette lutte de libération nationale va passer du statut de l'espoir au statut de catalyseur. À travers son indépendance, l'Algérie a insufflé un esprit de combat dans le cœur des peuples qui souhaitaient décrocher leur indépendance. En ce temps-là, plusieurs pays étaient colonisés par la France, l'Angleterre ou autres. Plusieurs pays ont trouvé en Algérie une terre d'appui, un allié sans condition. Une diplomatie fidèle à ses principes, soutenir la liberté sans attendre la reconnaissance. En se soustrayant des raies du colonialisme français qui a duré 132 ans en Algérie, l'Algérie n'a pas seulement servi une leçon éclatante de révolution, mais elle a également montré que rien ne peut plier, réprimer ou abattre un peuple déterminé à triompher du joug d'une puissance coloniale
étrangères. Ça a remonté un message fort aux peuples africains. Voilà, vous pouvez aussi lutter, arracher votre indépendance. Et l'impact direct en Afrique, c'est que voilà, l'Algérie a soutenu plusieurs mouvements dans le pays en Afrique, l'Angola, l'Afrique du Sud, etc. Et Alger, souvenez-vous qu'Alger est devenu la Mecque des révolutionnaires, où plusieurs leaders révolutionnaires ont regagné Alger en question de sécurité ou bien de réorganiser leurs stratégies. Aujourd'hui encore, l'Algérie reste attachée à cet héritage. Sa voix continue de porter haut les causes des peuples avec la même conviction, la même dignité et cette fidélité intacte aux valeurs de Bandung. Au Maroc, plus rien ne va. Des familles entières voient leurs maisons rasées, parfois du jour au lendemain. Des vies effacées sous les pelleteuses et des habitants désemparés, totalement impuissants devant ces décisions-là. Il n'y a pas que les habitations qui sont détruites. C'est une réalité de terrain qui en dit bien long sur les ambitions et projets du régime en place. On parle bien d'une politique d'image et de normalisation. Malim Damis. Les scènes de détresse se multiplient au Maroc, où des centaines de citoyens voient leurs habitations et commerces démolis à la suite de décisions jugées arbitraires. Les autorités invoquent l'absence d'autorisation ou le risque d'effondrement, mais les habitants dénoncent une autre réalité. Selon eux, ces bâtiments étaient clairement en bon état. Ils nous ont choqués avec cette décision de démolir nos maisons. Pourquoi terrorisent-ils nos parents? Où allons-nous maintenant? On va rester dehors? Dois-je louer une maison? Mais avec quel argent? Est-ce normal de nous donner un délai de seulement 24 heures pour quitter la maison? Mes 4 sœurs et moi? Les démolitions menées sans plan clair touchent désormais aussi des entrepôts et des restaurants, provoquant d'importantes pertes matérielles. Des voix accusent le Marzin de mener une politique improvisée sans concertation avec les citoyens concernés. Ces opérations interviennent dans un contexte déjà tendu, marqué par la hausse du taux de chômage et la cherté de la vie. Seul Dieu rendra justice à tous ceux qui ont été chassés de leur foyer. Nous avons été surpris ce matin par l'arrivée des pelleteuses pour détruire nos maisons, et cela sans nous avoir donné un délai. Nous ne comprenons rien du tout. Alors que le Marzin multiplie les décisions de démolition, de nombreux citoyens accablés par la pauvreté et le chômage voient les tensions sociales s'exacerber. Une réalité qui met en évidence l'absence d'une vision politique soucieuse de la dignité des citoyens. En France, le climat politique s'alourdit encore. Ce sont les mêmes discours qui ressurgissent, ceux qui désignent les étrangers comme responsables de tous les maux que connaît le pays. Une stratégie qu'on a bien vue à maintes reprises et qui détourne le regard des véritables urgences sociales, économiques et politiques. Meïchabot. À chaque fois que les tensions montent en France, l'extrême droite ressort son même vieux disque. Plutôt que de parler des vraies crises sociales, économiques et politiques, elle préfère hausser le ton au Parlement et pointer du doigt un nouvel ennemi, comme si c'était la solution à tout. La réalité, c'est que le Rassemblement national ne sait parler que de ça, ne peut parler que de ça, parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer aux Français que de la haine et de la division. Si on écoute Mme Le Pen, M. Retailleau au CNews, l'immigration serait la cause de tous les malheurs de notre pays. Il présente systématiquement les immigrés comme des criminels, des délinquants, des assistés qui viendraient profiter d'un système social jugé trop généreux. La réalité, c'est l'inverse. Ce ne sont pas les immigrés qui profitent du système, c'est le système qui profite des immigrés. Ceux qui cherchent à vous faire détester les immigrés sont des menteurs et des semeurs de haine. Leur objectif est simple, diviser pour mieux régner. Alors je vais dire la vérité. Non, les immigrés ne sont ni des délinquants, ni des criminels. Toutes les enquêtes scientifiques sur le sujet le prouvent. Il n'existe aucun lien entre immigration et délinquance. Dans une manœuvre désormais familière, les figures du Rassemblement national et leurs alliés instrumentalisent une fois encore la question migratoire. Attisant les peurs, semant la division, ils cherchent à désigner un bouc émissaire commode, comme pour masquer leur incapacité à proposer des solutions concrètes aux maux d'une France où les fractures ne cessent de grandir. Je vous mets au défi de regarder cette vidéo et de ne pas avoir le cœur brisé. Vraiment. Vous vous rendez compte que par exemple le prix du ticket de métro aujourd'hui dans notre pays c'est quasiment l'équivalent de 2 paquets de pâtes et que la misère dont nous parlons dans ce pays est une misère qui est réelle, qui ne concerne pas des chiffres, qui concerne des gens.
Donc oui, je suis indignée par ce que je vois autour de moi et je crois que plus que jamais nous avons besoin d'une autre politique et c'est l'alternative que nous voulons incarner et présenter aux Français et aux Françaises. Avec la montée du délire politique, les voix du ras-le-bol se multiplient dans une France fatiguée, usée par des décisions hasardeuses et un débat public de plus en plus creux. Les appels se multiplient pour que les institutions françaises ne servent plus de tribune à ces discours discriminatoires et racistes et se concentrent plutôt sur ce qui compte, le quotidien, la dignité et la justice sociale. Car au fond, derrière tout ce vacarme, un pays aspire juste à retrouver du sens, de la cohérence et un peu de paix. Au musée du Moudjahid à Alger, une cérémonie a été organisée à l'honneur de la famille révolutionnaire en présence du ministre des Moudjahidines et des ayants droit, des membres du gouvernement, des autorités militaires et de la famille révolutionnaire. Une cérémonie à travers laquelle plusieurs Moudjahidines ont été honorés. À présent, ces images de la base navale Ali Lapointe dans la première région militaire où les forces navales ont célébré le 71e anniversaire de la Révolution du 1er novembre. 71 coups de canon ont été tirés. Même ambiance à la place de la Grande Poste où de nombreux citoyens ont pu profiter du riche programme tracé à cette même occasion. Regardez. Et en cette date hautement historique, le Festival du film arabe d'Oran a projeté Zeroud Youssef, un long métrage historique, hommage à l'un des héros de la lutte de libération. Un programme qui nous replonge dans une page essentielle de l'histoire du pays. Yasmine Amel. Sur le grand écran, l'histoire de la bravoure et du courage de nos valeureux martyrs reprend vie. Zeroud Youssef, un film qui retrace le parcours d'un héros de la révolution algérienne. Sa projection ce 1er novembre retentit comme un hommage au déclenchement de la lutte de libération nationale. Entre émotion et mémoire, le cinéma se présente comme témoin de l'histoire. C'était une tâche presque impossible parce que justement l'homme et le personnage sont très très grands, très très lourds. Donc j'ai senti tout de suite la responsabilité et la lourdeur du personnage. Je me suis donné à 200%. Je ne pense pas que je pourrais incarner le personnage en intégralité, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer de passer tous les messages qu'il a voulu passer l'image de l'homme, l'image du moujahid, l'image du guerrier, l'image du stratège à la prochaine génération. C'est très important pour la mémoire collective qu'il y ait justement des films historiques, des films qui retracent la vie donc des personnalités historiques, des personnalités algériennes, quel que soit le domaine. Le cinéma algérien sait raconter son histoire avec émotion et vérité et je suis fière d'être ici, à ce festival, pour le découvrir et le partager avec le public. Présenté au Festival d'Oran du film arabe, ce long métrage met en lumière le courage et la vision clairvoyante d'un homme qui a marqué la révolution.
Réalisateurs, acteurs et invités ont salué la portée historique et artistique du film, qui mêle récit patriotique et regard cinématographique moderne. Pour le public, c'est une occasion unique pour revivre une page essentielle de l'histoire nationale à travers le grand écran. C'est une très bonne occasion, le 1er novembre, et ça tombe sur le sens, à travers ce festival qui draine beaucoup de monde. Il est très important de mettre en valeur le combat de ces héros de la guerre de libération nationale. J'ai voulu que mes enfants voient ce film pour qu'ils découvrent ces martyrs qui vivent encore à travers nous et dans notre mémoire collective. La projection de film, elle tombe avec un événement qui est cher pour tous les Algériens, pour le monde. Et Indi la Torah, 1er novembre, que cet événement, chaque Algérien, il sent qu'il est martyr déjà. En ce 1er novembre, jour du déclenchement de la Révolution, le cinéma devient à son tour un acte de mémoire à travers Zeroud Youssef. L'histoire se raconte, se ressent et se transmet d'une génération à une autre pour rendre hommage à nos martyrs, mais surtout dénoncer les crimes du colonialisme français. Et puis, rappelons-le que le fil rouge à l'occasion de ce 71e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954 continue sur Canal Algérie, et ce jusqu'à minuit. Voilà, c'est ainsi que se clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous retrouvez à 19h pour un autre point d'actualité. Bon après-midi avec la suite de nos programmes.